Un pays parmi les plus pauvres du Sahel retient soudain sa valeur et rompt une inertie économique ancienne. Ce contraste brutal révèle comment un chiffre minuscule à l'échelle mondiale devient colossal pour une économie fragile en déplaçant le centre de gravité des décisions et des flux. Que change cette bascule pour celles et ceux qui observent l'Afrique se réinventer depuis que Ibrahim Traoré impose une présence décisionnelle sur le terrain? Peut-être l'esquisse d'un futur moins distant, où la richesse cesse de s'échapper et commence à façonner des choix concrets. Cette analyse propose de comprendre ce que signifie réellement une rétention accrue de la valeur dans une économie historiquement extractive et pourquoi ce déplacement apparemment technique modifie les rapports entre État, entreprise et société. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Saisir comment une règle ciblée peut transformer durablement les trajectoires économiques locales. L'enjeu central ne se limite pas à un ajustement juridique. Il touche à la capacité d'un pays à financer ses propres priorités, à réduire sa dépendance décisionnelle et à rendre visibles des responsabilités longtemps diluées hors du territoire. Si la valeur reste là où elle est produite, alors les marges de manœuvre publiques s'élargissent, mais les attentes sociales augmentent aussi. Ce déplacement crée un risque réel, celui d'une tension entre ambition politique et capacités opérationnelles. Il ouvre simultanément une opportunité, rapprocher décision et réalité, accélérer les arbitrages et rendre les effets économiques plus tangibles pour les populations. La question n'est donc pas de savoir si la réforme est audacieuse, mais si elle peut tenir dans le temps sans créer de nouvelles fragilités. C'est dans cet équilibre instable que se jouent les conséquences concrètes de la bascule observée aujourd'hui. En quelques mois, la rétention de capital progresse de 23%, tandis qu'environ 3 milliards de dollars issus du secteur minier cessent de quitter le pays. Ce double mouvement, discret sur le papier mais massif dans ses effets, indique que la mécanique économique s'est déjà déplacée à l'intérieur des frontières. Pour comprendre la portée de cette inflexion, il faut revenir à une trajectoire longue. Pendant des décennies, les ressources du Sahel ont alimenté des centres de décision lointains, laissant derrière elles une économie locale dépendante, fragmentée et peu outillée pour transformer la richesse produite sur place. Les entreprises opéraient depuis l'extérieur, conservant une présence minimale et symbolique, ce qui diluait la responsabilité opérationnelle et allongeait les délais de décision. La valeur circulait, mais rarement là où elle était créée. La loi qui impose désormais une implantation locale au-delà d'un certain seuil financier rompt cette logique. Elle ne se présente pas comme une sanction, mais comme un mécanisme de proximité décisionnelle. En obligeant les sièges à s'ancrer physiquement, elle réduit les coûts invisibles de la distance, méconnaissance du terrain, arbitrage tardif, engagement social limité. Cette proximité reconfigure le rapport entre production et décision et rend les flux financiers plus lisibles pour l'État, comme pour les communautés. C'est ici que le rôle d'Ibrahim Traoré devient déterminant. En exigeant que les acteurs économiques assument une présence réelle, il replace la responsabilité au cœur de l'activité extractive. La réforme ne promet pas un retournement immédiat, mais elle enclenche une dynamique mesurable. Une part plus importante de la valeur reste disponible pour l'investissement public, la planification et le suivi des projets. Cette première réponse éclaire la question initiale. Si la valeur cesse de s'échapper, la trajectoire nationale commence à se transformer. Reste à observer comment cette impulsion se traduira dans les gestes quotidiens, là où les décisions prennent enfin corps. 2 scènes concrètes permettent de saisir comment la réforme commence à produire des effets visibles, bien avant toute consolidation macroéconomique. Elles fonctionnent comme des repères, ancrés dans des gestes ordinaires plutôt que dans des annonces abstraites. Dans un premier site minier, l'arrivée progressive d'équipes dirigeantes jusque-là absentes modifie le rythme quotidien. Les décisions techniques ne sont plus suspendues à des validations lointaines. Un incident logistique se règle sur place, une adaptation de planning se négocie immédiatement, un investissement ponctuel est débloqué sans attendre. Pour les travailleurs, ce changement réduit l'incertitude et accélère la résolution de problèmes qui auparavant s'enlisaient. La présence physique transforme la relation hiérarchique en interaction directe, avec des effets immédiats sur l'efficacité opérationnelle. Dans une zone urbaine en expansion, un autre microcas se dessine. Autour de nouveaux bureaux en construction, des services périphériques émergent.
transport, maintenance, restauration, hébergement. Là où l'activité n'était qu'un passage temporaire, la permanence des sièges crée un tissu économique plus dense. Les prestataires locaux gagnent en visibilité et en stabilité, tandis que les entreprises découvrent des contraintes et des attentes qu'elles ne percevaient pas à distance. Cette proximité rend les arbitrages plus concrets et les responsabilités plus difficiles à éluder. Ces impacts précoces ne prouvent pas encore la réussite du modèle. Ils indiquent cependant un basculement qualitatif. La réforme cesse d'être un texte et devient une pratique inscrite dans des routines quotidiennes. Le véritable enjeu apparaît alors clairement. Lorsque la décision se rapproche du terrain, la transformation devient mesurable. Avant l'annonce du nouveau cadre, la plupart des entreprises opérant au Burkina Faso administraient leurs activités depuis l'extérieur avec une logique de distance devenue routinière. Les décisions stratégiques étaient prises ailleurs. Les arbitrages financiers s'effectuaient hors du territoire et la présence locale se limitait souvent à des structures minimales. Après l'intervention d'Ibrahim Traoré, cette logique s'inverse brutalement. Au-delà d'un seuil financier précis, l'activité n'est plus possible sans un ancrage réel sur place. Tout commence par un déclenchement clair. La déclaration officielle fixe une règle simple, formulée sans ambiguïté, pas de siège local, pas d'activité durable. Ce choix rompt avec des décennies de compromis implicites. Il transforme une pratique tolérée en exigence formelle et introduit un nouveau paramètre dans les calculs des entreprises. Du jour au lendemain, il ne s'agit plus seulement d'extraire et d'exporter, mais d'habiter économiquement le territoire. Les conseils d'administration doivent intégrer une contrainte qu'ils avaient longtemps contournée, la proximité décisionnelle. La phase suivante correspond à la montée en tension. Les entreprises évaluent leurs options. Certaines perçoivent immédiatement la mesure comme un risque, synonyme de hausse de coûts, de rigidité organisationnelle et d'exposition accrue aux réalités locales. Elles redoutent une perte de flexibilité et envisagent des scénarios de retrait partiel ou de gel des investissements. D'autres adoptent une lecture différente. Pour elles, l'implantation locale devient une opportunité de stabiliser leurs opérations, de réduire les délais décisionnels et d'améliorer leur acceptation sociale. Ce clivage marque un déplacement du centre de gravité. Ouagadougou cesse d'être un simple point administratif et devient un espace stratégique. Le climax se joue dans cette confrontation silencieuse. Les discussions internes se multiplient, les missions exploratoires se succèdent, et les arbitrages financiers intègrent désormais des paramètres locaux. La présence imposée agit comme un révélateur. Elle met en lumière les faiblesses logistiques, les besoins en infrastructure et les carences en compétences, mais elle rend aussi visibles des leviers jusqu'alors ignorés. Les entreprises qui acceptent le pari découvrent une capacité d'adaptation plus rapide et une compréhension affinée du terrain. Celles qui résistent exposent leur dépendance à une gestion distante devenue moins tenable. Dans ce moment charnière, le rôle d'Ibrahim Traoré s'affirme comme celui d'un catalyseur. Son intervention n'impose pas un modèle clé en main, mais force une négociation structurelle entre souveraineté et investissement. L'État, de son côté, mesure l'ampleur du pari engagé. En recentrant les flux financiers, il gagne une marge de manœuvre nouvelle, mais s'expose aussi à des responsabilités accrues. La réforme n'est plus seulement politique, elle devient opérationnelle, avec des effets immédiats sur la planification, la supervision et la coordination. Viennent ensuite les répliques, moins spectaculaires mais plus durables. Dans les mois qui suivent, les premiers ajustements se matérialisent. Ouverture de bureaux, lancement de chantiers, renforcement progressif des infrastructures routières et énergétiques. Les décisions se prennent plus vite, mais les tensions apparaissent aussi. Le manque de personnel qualifié, la pression sur les réseaux existants et la lenteur administrative rappellent que la transformation a un coût. Pourtant, un changement fondamental s'opère. Les erreurs deviennent visibles sur place et les responsabilités ne peuvent plus être déléguées à distance.
À ce stade, la dynamique dépasse la simple application d'une loi, elle teste la capacité du pays à absorber un changement de rythme économique et à transformer une contrainte en levier. Le processus reste fragile, mais une chose est acquise. Le centre de décision s'est déplacé, et avec lui, la manière dont la valeur est négociée, retenue et utilisée. La ligne de base est simple. Pendant des années, une part décisive de la valeur produite quittait le territoire presque immédiatement. La variation actuelle montre une rétention en hausse mesurable. Cette bascule ne relève pas d'une impression, mais d'indicateurs précis qui permettent d'évaluer la portée réelle de la réforme et ses limites opérationnelles. 3 mesures suffisent à dessiner le contour du changement sans prétendre à l'exhaustivité. Le premier indicateur est l'augmentation de 23% de la rétention du capital. Pris isolément, ce pourcentage peut sembler modeste. Rapporté à une économie fragile, il représente pourtant une rupture structurelle. Il signale que davantage de ressources financières restent disponibles à l'intérieur du pays au lieu de transiter automatiquement vers des centres de décision extérieurs. Autrement dit, une rétention accrue élargit la capacité d'investissement public et la planification budgétaire. Ce chiffre fonctionne comme un indicateur de rebond plutôt que comme un aboutissement. Il ne garantit ni une croissance rapide, ni une transformation immédiate des conditions de vie. En revanche, il crée un espace de respiration financière. Pour un État confronté à des contraintes chroniques de liquidité, cette marge permet d'engager des projets auparavant repoussés, notamment dans les infrastructures et les services essentiels. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la rétention devient ainsi un outil politique autant qu'économique, car elle conditionne la capacité à tenir des engagements visibles. Le deuxième indicateur concerne les flux miniers, estimés à environ 3 milliards de dollars qui cessent de quitter automatiquement le pays. Ce montant n'est pas un agrégat abstrait, il correspond à la principale source de revenus nationaux et influence directement les arbitrages budgétaires. Le fait que cette manne soit davantage pilotée localement modifie la hiérarchie des priorités publiques. Autrement dit, la maîtrise des flux miniers stabilise les recettes et réduit l'incertitude financière. Cette donnée éclaire un changement de gouvernance. Lorsque les revenus sont captés à distance, l'État agit en réaction, souvent avec retard. Lorsqu'ils sont retenus et suivis sur place, la planification devient possible, même imparfaite. Les décisions relatives aux routes, à l'énergie ou aux bâtiments publics ne dépendent plus uniquement d'anticipations fragiles, mais d'une base financière plus lisible. Cette visibilité accroît toutefois les attentes. Les citoyens peuvent désormais relier plus directement ressources et résultats. Le troisième indicateur est la participation étatique pouvant atteindre 41% dans chaque projet minier. Ce pourcentage ne promet pas un contrôle total ni des gains immédiats. Il modifie néanmoins la position institutionnelle de l'État, qui passe d'observateur périphérique à acteur impliqué dans la gouvernance des ressources. Autrement dit, une participation accrue renforce la supervision et le poids décisionnel institutionnel. Cette mesure redéfinit l'équilibre des négociations. En étant présent au capital, l'État accède plus facilement aux informations opérationnelles, au calendrier d'investissement et aux choix techniques. Cela ne supprime pas les risques de mauvaise gestion ni les tensions avec les entreprises, mais cela rend les arbitrages plus transparents. Sous l'orientation d'Ibrahim Traoré, cette participation s'inscrit dans une logique de responsabilité partagée plutôt que de confrontation frontale. Pris ensemble, ces 3 indicateurs dessinent une transformation méthodique. La rétention accrue crée une marge budgétaire, la maîtrise des flux miniers stabilise la trajectoire financière et la participation étatique renforce la gouvernance. Ils révèlent aussi un déplacement du risque. Le défi n'est plus seulement de capter la valeur, mais de la convertir en bénéfice tangible sans dilution ni inefficience. À mesure que ces chiffres s'installent dans la durée, une tension productive apparaît. Les ressources sont plus présentes, les attentes plus élevées et la responsabilité plus visible. La question devient alors centrale.
Comment transformer ces gains mesurables en résultats durables pour la population, sans épuiser les capacités institutionnelles? Deux lectures solides émergent face à la réforme, chacune appuyée sur une logique économique cohérente et défendable. Les examiner sans caricature permet de mesurer la portée réelle du changement en cours. La première lecture, favorable, considère que l'exigence d'implantation locale constitue un rééquilibrage légitime. Selon ses partisans, l'ancrage physique des sièges réduit l'asymétrie d'information entre entreprises et autorités, améliore la transparence opérationnelle et renforce la responsabilité sociale. La proximité décisionnelle accélère les arbitrages, limite les retards coûteux et favorise une meilleure compréhension des contraintes locales. Les premiers indicateurs disponibles, notamment la hausse mesurable de la rétention du capital et la stabilisation des flux miniers, suggèrent que cette approche peut corriger certains excès d'un modèle extractif historiquement déséquilibré. Dans cette perspective, la réforme ne freine pas l'investissement, elle en modifie la qualité et la temporalité. La seconde lecture, plus sceptique, alerte sur des risques structurels. Pour ses défenseurs, l'obligation de présence locale peut être perçue comme une contrainte excessive par des groupes internationaux habitués à une grande flexibilité. L'augmentation des coûts fixes, l'exposition accrue à des infrastructures fragiles et la dépendance à des administrations parfois lentes pourraient décourager certains investisseurs. Cette approche souligne également un risque de concentration. Si seules les entreprises les plus robustes peuvent absorber ces exigences, la diversité des acteurs pourrait se réduire. Enfin, la capacité du pays à absorber un afflux de décisions sur place est questionnée, notamment en matière d'ingénierie, d'énergie et de logistique. La réponse la plus solide ne consiste pas à trancher brutalement entre ces deux positions, mais à les mettre en tension avec les données observables. Les signaux actuels montrent des réactions différenciées. Certaines entreprises hésitent ou réévaluent leur scénario, tandis que d'autres renforcent effectivement leur présence et investissent dans des structures durables. Les effets ne sont ni uniformes ni instantanés, mais ils indiquent un déplacement progressif des comportements plutôt qu'une rupture nette. Ainsi, la réforme n'apparaît ni comme un miracle économique, ni comme un facteur de décrochage inévitable. Elle ouvre un champ d'expérimentation où gains potentiels et fragilité coexistent. La question centrale devient alors celle du rythme et de l'accompagnement. À quelles conditions cette contrainte peut-elle se transformer en avantage compétitif durable sans fragiliser l'écosystème existant? Un basculement silencieux s'installe. Ce moment charnière apparaît lorsque la loi cesse d'être perçue comme une contrainte administrative et commence à transformer les comportements quotidiens. Au départ, l'obligation d'implantation locale est vécue comme un coût supplémentaire, une exigence lourde imposée à des modèles optimisés pour la distance. Progressivement, une relecture s'opère. La présence physique réduit les délais, clarifie les responsabilités et expose les décisions à l'épreuve immédiate du terrain. Ce changement n'est pas spectaculaire. Il s'exprime dans des ajustements discrets, réunions stratégiques et tenues sur place, arbitrage technique accéléré, dialogue plus direct avec les autorités et les communautés. Là où la distance permettait l'abstraction, la proximité impose la cohérence. Les entreprises découvrent que certaines inefficiences, longtemps attribuées au contexte, relevaient en réalité d'un déficit de présence. C'est ici que la dimension culturelle devient centrale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la présence décisionnelle n'est plus seulement une obligation légale, mais un signal politique. Elle redéfinit ce qui est attendu d'un acteur économique opérant sur le territoire. Non plus extraire et repartir, mais comprendre, s'adapter et assumer. Pour les citoyens, cette évolution se traduit par une perception nouvelle. La valeur produite ne disparaît plus entièrement vers l'extérieur. Elle circule davantage dans des infrastructures visibles et des services durables. À ce point médian, la réforme révèle sa nature profonde. Elle ne promet pas une rupture immédiate, mais elle modifie le cadre mental dans lequel décision et responsabilité s'exercent désormais. Pour l'État, la rétention accrue de la valeur modifie immédiatement la marge de manœuvre publique. La hausse mesurable de 23% de la rétention du capital, combinée à une meilleure maîtrise de flux miniers évaluée à environ 3 milliards de dollars, stabilise la planification budgétaire et rend les arbitrages plus lisibles.
Cette visibilité permet d'engager des projets d'infrastructure longtemps différés, mais elle expose aussi l'administration à un contrôle plus direct des résultats. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'État n'est plus jugé sur l'intention, mais sur la capacité à convertir ses ressources en réalisations tangibles. Pour les entreprises, l'impact est ambivalent et différencié. L'obligation d'implantation locale augmente les coûts fixes et impose une réorganisation des chaînes de décision, ce qui pèse à court terme sur la flexibilité. En contrepartie, la présence sur place réduit les délais, améliore la compréhension des contraintes opérationnelles et peut renforcer l'acceptation sociale des projets. Les groupes qui s'adaptent découvrent un avantage inattendu, des décisions plus rapides et une meilleure coordination avec les autorités dans un cadre où la participation étatique peut atteindre 45% et clarifier la gouvernance. Pour les citoyens, les effets se perçoivent d'abord à travers des signes concrets. L'installation durable de sièges et d'équipes dirigeantes stimule l'emploi indirect, notamment dans la construction, la logistique et les services. Les infrastructures visibles, routes, réseaux, bâtiments, deviennent des indicateurs de la circulation accrue de la valeur à l'intérieur du pays. Cette dynamique reste toutefois inégale selon les régions et l'attente principale concerne la diffusion équitable des bénéfices, un enjeu que la politique portée par Ibrahim Traoré rend désormais plus explicitement mesurable. Pour les voisins et observateurs régionaux, la réforme agit comme un test grandeur nature. Si le modèle burkinabé démontre qu'une présence décisionnelle accrue n'étouffe pas l'investissement, il pourrait inspirer des cadres similaires dans d'autres économies riches en ressources. A l'inverse, toute fragilisation visible servirait d'argument contre des politiques de rééquilibrage comparables. Dans les deux cas, le pays devient un point de référence, observé pour sa capacité à concilier souveraineté économique et attractivité. Pris ensemble, ces effets montrent que la réforme ne se limite pas à un ajustement juridique. Elle redistribue les attentes, rend les responsabilités plus visibles et déplace le débat vers la performance réelle. La question centrale se précise alors. Comment maintenir cet équilibre entre exigence accrue et capacité d'exécution sans rompre la dynamique enclenchée ? Imaginons un scénario. Si la capacité administrative progresse au même rythme que l'implantation des entreprises, la dynamique actuelle se consolide sans rupture. Les infrastructures avancent par paliers, les flux financiers restent plus lisibles et la coordination entre acteurs s'améliore graduellement. Les entreprises acceptent l'ancrage local comme une contrainte gérable, tandis que l'État apprend à planifier avec une base de ressources plus stable. Le système demeure exigeant, parfois lent, mais fonctionnel. La transformation avance sans emballement, portée par des ajustements continus plutôt que par des sauts spectaculaires. Imaginons ensuite un scénario plus optimiste. Si les investissements dans l'énergie, les routes et la logistique s'accélèrent, un effet d'entraînement peut apparaître. La présence décisionnelle devient alors un avantage opérationnel clair, délais raccourcis, coûts d'incertitude réduits, meilleure acceptation communautaire. Les entreprises renforcent leurs équipes locales, les services périphériques se densifient et la montée en compétences s'accélère. Dans cette configuration, l'expérience burkinabé s'impose comme un précédent crédible. Sous l'orientation impulsée par Ibrahim Traoré, la proximité n'est plus subie, elle devient un standard de fonctionnement susceptible d'inspirer d'autres pays de la région. Enfin, envisageons un scénario plus pessimiste. Si les tensions structurelles s'aggravent, la dynamique peut se fragiliser. Pénurie de compétences, pression énergétique et lenteurs administratives risquent d'éroder la confiance. Certaines entreprises pourraient réduire leurs engagements ou reporter des investissements, limitant l'effet redistributif attendu. La valeur retenue resterait alors partiellement immobilisée, faute de capacité d'exécution suffisante. Le risque principal serait une désillusion rapide, transformant une réforme ambitieuse en argument contre toute tentative future de rééquilibrage. Ces trois trajectoires ne prédisent pas un avenir figé. Elles soulignent un point commun. La proximité décisionnelle n'est productive que si elle s'accompagne d'une capacité réelle à absorber le changement. La recommandation clé n'est donc pas d'accélérer à tout prix, mais d'aligner rythme politique, capacité institutionnelle et attentes économiques. C'est cet ajustement fin qui déterminera si la réforme devient un modèle durable ou une parenthèse fragile. Pour les travailleurs directement impliqués,
La présence décisionnelle accrue change d'abord le quotidien. Les délais de réponse se raccourcissent, les problèmes techniques trouvent des arbitrages plus rapides et les parcours de formation deviennent plus visibles. L'enjeu principal n'est pas la multiplication immédiate des emplois, mais leur continuité. Lorsque les équipes dirigeantes s'installent durablement, la demande en compétences locales s'organise mieux et les trajectoires professionnelles gagnent en lisibilité. Un premier geste utile consiste à formaliser des passerelles de formation courtes, alignées sur les besoins opérationnels observés sur site. Pour les familles et les communautés locales, l'impact est plus diffus mais tangible. L'arrivée de bureaux, de chantiers et de prestataires stabilise certains services, soit transport, commerce, maintenance, hébergement. Cette densification réduit la dépendance aux cycles d'extraction ponctuels et favorise une activité plus régulière. Le risque demeure celui d'une concentration géographique des bénéfices. Un geste concret consiste alors à soutenir des services partagés capables de desservir plusieurs zones et d'étendre les retombées au-delà des pôles les plus connectés. Pour les observateurs engagés, entrepreneurs locaux, enseignants, journalistes, la réforme devient un laboratoire institutionnel. Ils suivent la cohérence entre ressources retenues et projets réalisés et évaluent la qualité de la gouvernance mise en place. Leur attente porte sur la transparence et la mesure des résultats. Un geste simple mais structurant consiste à publier des tableaux de suivi accessibles permettant de relier financement, délais et livrables sans intermédiaires opaques. Pris ensemble, ces trois angles montrent que l'adhésion du public dépend moins des annonces que de la répétition des faits observables. La réforme gagne en crédibilité lorsque chacun peut identifier un bénéfice concret, même modeste, dans son environnement immédiat. À ce stade, la question n'est plus abstraite. Quels mécanismes simples permettront d'ancrer durablement ces améliorations dans la vie quotidienne ? Pour que la proximité décisionnelle devienne un cadre durable et non une parenthèse, une séquence d'actions coordonnées doit être mise en œuvre. L'objectif n'est pas d'accumuler des mesures, mais d'ordonner des étapes lisibles, chacune associée à des responsabilités et à des indicateurs clairs. La ligne directrice, portée publiquement par Ibrahim Traoré, consiste à transformer la valeur retenue en résultats visibles et vérifiables. La première étape consiste à consolider les infrastructures critiques. L'État fixe un calendrier opérationnel pour l'énergie, les routes et la logistique, avec des priorités trimestrielles. Les entreprises implantées sont associées au financement de segments ciblés en échange de procédures plus prévisibles. L'indicateur de suivi repose sur la disponibilité énergétique, les délais de livraison et la continuité des chantiers. La deuxième étape consiste à structurer la formation professionnelle. Les ministères concernés, en partenariat avec les entreprises présentes, développent des centres techniques adaptés aux besoins réels du terrain. L'objectif est de réduire la dépendance à des compétences importées et d'ancrer les savoir-faire localement. La mesure clé devient le taux d'insertion des formés dans les 6 à 9 mois suivant la formation. La troisième étape consiste à instaurer une gouvernance transparente des audits réguliers rendus publics, permettent constamment de suivre l'usage des ressources issues de la rétention du capital. Les citoyens et les observateurs indépendants disposent ainsi d'un accès direct aux résultats. Les indicateurs portent sur la conformité des projets, la qualité des dépenses et le respect des délais annoncés. La quatrième étape consiste à stabiliser la relation avec les entreprises. Un guichet administratif rationalisé réduit les temps d'instruction et clarifie les procédures. La mesure de performance devient le délai moyen de traitement et le volume d'investissement reconduit. La cinquième étape consiste à ancrer la responsabilité locale. La présence effective des sièges garantit que les décisions stratégiques se prennent sur place. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la fréquence des réunions locales et la réactivité opérationnelle deviennent des critères d'évaluation à part entière. Cette feuille de route ne promet pas une solution instantanée. Elle propose une méthode pour convertir une contrainte politique en capacité durable. L'image initiale revient, discrète mais persistante. Des travailleurs sur un site minier observent l'arrivée d'équipes dirigeantes qui autrefois ne faisaient que passer. Ce détail, presque banal, résume pourtant la transformation la plus profonde engagée. La décision n'est plus un mouvement abstrait venu d'ailleurs. Elle devient une présence quotidienne,
inscrites dans des gestes concrets et des responsabilités visibles. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure isolée, mais comme un point d'appui qui a déplacé le cadre mental. En imposant la proximité décisionnelle, il a contraint les acteurs économiques à regarder le territoire autrement, non plus comme une simple source de ressources, mais comme un espace de relations durables. Les entreprises, en s'installant, acceptent de partager le temps long du pays.